bien? On peut C'est démarrer? bon. Bon, alors bienvenue, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Johan Potier, je suis gérant de la société Le Rebond. Le Rebond, c'est une société qui accompagne les collaborateurs d'entreprise dans leur transition professionnelle et personnelle autour de l'employabilité, mais aussi des transitions plus tabous, qui sont par exemple la perte d'un proche, la rupture d'union, les danses familiales, qui finalement impactent la vie professionnelle et que les RH ne captent peut-être pas forcément parce qu'on n'en discute pas et que pour certaines entreprises, la vie personnelle s'arrête au pied. Et donc le Rebond a une vision qui est le mieux-être pour tous. Et depuis 3 ans maintenant, on accompagne cette thématique autour du coaching, de l'équi-coaching et de la formation. Donc moi, je suis ingénieur HEI 2011 en organisation et management des entreprises et je suis ravi d'intervenir aujourd'hui autour de cette thématique, les émotions, fardeaux ou cadeaux, dans le cadre de ce webinaire. Alors juste pour poser un peu la chose. Donc, je me suis formé aux sciences humaines il y a 4 ans maintenant en coaching professionnel. Et après 3 ans d'expertise et d'accompagnement, j'ai plaisir aujourd'hui à vous partager ces contenus, ces articles, c'est aussi ces recherches. Donc, je ne suis pas la présentation, je fais une présentation. Donc, toute critique constructive est bienvenue. Moi, je vous propose de passer 7h30 ensemble à échanger, à partager sur vos pratiques. On va découvrir ce que sont les émotions, quels impacts les émotions peuvent avoir dans notre quotidien, quel message, quel rôle, quel lien avec le leadership aujourd'hui, quels sont les attendus en 2021 et finalement comment en faire un atout. Alors peut-être météo du jour, j'ai mis les masques, j'en suis désolé, bon, j'ai le mien qui est à côté, je l'ai enlevé, je suis dans un bureau fermé. Météo du jour et avec quoi vous aimeriez repartir de ce webinaire. L'idée pour moi aussi d'axer ma présentation sur ce sur quoi vous êtes venu chercher. Alors je vous encourage à prendre la parole directement, on est un petit groupe, on est une dizaine, donc on peut échanger, je pense, sans trop se court-circuiter. Peut-être laisser la parole à Jean-Christophe. Donc, oui. Alors, avec quoi aimeriez-vous repartir aujourd'hui de ce webinaire? Allez, on ne fait pas les timides. Oui, pardon. Oui, pardon, j'avais un petit problème. Oui, je vais mettre, dans ce cas-là, je vais juste remettre ma caméra si je parle. Ouais. Déjà, effectivement, idem, ouais, dans 60 minutes, là, je vais absolument devoir partir, j'en suis désolé, mais les émotions, je suis quelqu'un qui ne montre pas vraiment mes émotions. Voilà. Donc, c'est partant de ce constat-ci que je me suis dit, cet atelier, j'y pensais pas du tout, mais c'est une opportunité pour mieux comprendre les émotions, pourquoi est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas des émotions et quel est le rôle tout simplement des émotions dans la vie, surtout quand on a quand on n'est pas très émotif ou qu'on ne le montre pas beaucoup. D'accord. Merci. Jean-Nicolas? Alors, ouais, moi perso, on est entré depuis l'année dernière dans une période assez délicate où certaines pratiques managériales sont exacerbées et du coup ça a incité, ça a abouti du coup à exacerber nos réactions émotionnelles face à des situations un peu extraordinaires et du coup voilà, c'était pour mieux appréhender sa gestion des émotions pour ne pas se laisser déborder, des méthodes pour prendre du recul et puis voilà, pour gérer tout ça. Ok, c'est noté. Merci Jean-Nicolas. On arrive à Cindy. Cindy, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'était plutôt, en effet, comment gérer les émotions, pas être submergé par les émotions, justement, dans le domaine de l'entreprise et puis comment aussi apprendre à les interpréter, les analyser pour mieux les vivre. Les vivants. Merci. Frédéric, bonjour. Frédéric Léniel. Oui, bonjour.
Moi, c'est un peu pareil que les autres participants, c'est gérer ses émotions vis-à-vis des personnes qu'on peut avoir en face de nous en réunion ou lors de dialogue et puis en entreprise, quoi, oui. D'accord, donc là, on est sur la compréhension des émotions de l'autre et l'adaptabilité sociale, l'adaptabilité émotionnelle, c'est ça? Oui, D'accord, exactement. ok, super. Merci. Merci à vous. Je passe la parole à, il me semble, Thierry Carpentier. Oui, bonjour. Moi, je ne veux pas être très original non plus. En fait, je suis là en fait pour apprendre un peu plus au niveau de la gestion des émotions dans un cadre professionnel en fait. Donc, comment gérer ses propres émotions et puis comment les exprimer en fait. Les exprimer. Parfait. C'est noté. Merci. Alors, Anne-Sophie Rossel, bonjour. Bonjour, le temps d'activer la caméra et le micro. Oui, donc moi, je trouve que voilà, on vit dans une civilisation, j'allais dire, où on apprend à cacher ou en tout cas pas à exprimer ses émotions, et en accompagnant des créateurs au fil des années qui sont plus experts dans ce domaine-là, j'ai cru comprendre que c'était pas forcément négatif d'avoir des émotions, et en tout cas, on en a besoin de ne pas les cacher, les enfouir, et qu'on vit nettement mieux quand on peut les exprimer. Donc, voilà, c'est pour compléter ces éléments-là que je me suis inscrite aujourd'hui. Et donc, voilà, parce qu'il y a une façon, à mon sens, de les exprimer, mais que ce soit bien vécu et par soi-même et par les interlocuteurs aussi. Pas que ce soit traumatisant ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Ok, c'est noté. Merci Anne-Sophie. Il reste Perrine et Thomas. On va laisser la parole à Perrine. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, c'est un peu pareil que tout le monde, évidemment. Sauf que oui, j'ai déjà eu des formations sur les émotions. Moi, je pense que les émotions, c'est normal qu'on en ait. En fait, on en a de manière ancestrale et ça nous aide à avancer dans la vie. Enfin, c'est normal d'avoir peur pour éviter le danger, des choses comme ça. Et moi, en fait, je suis en télétravail, mais 100% forcée depuis plus d'1 an maintenant. Et je serais plus, avec la vie actuelle aujourd'hui, je trouve que de temps en temps, c'est difficile de percevoir ou de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Du coup, je fais face à d'autres types d'émotions, peut-être, et arriver à les gérer plutôt seule, parce que dans la vie professionnelle, je parle, parce que je me retrouve du coup seule derrière un écran plus souvent, ou en communication virtuelle, et pas le moyen d'échanger directement, soit avec ma hiérarchie ou un ou une collègue direct. Et ça, je trouve que dans la vie, ça révolutionne un peu notre quotidien. Donc, comment gérer ça une fois qu'on se retrouve seul, donc, voilà. Comment gérer ça? Comment, effectivement, quand on est de plus en plus digitalisé, avec la compagnie Ouais, aujourd'hui, et même nous, on fait du digital maintenant, le physique est digital, et l'être humain est un être qui a besoin d'interdépendance. Donc, on est en dessous de 5 personnes côtoyées par jour, on est en décharge émotionnelle. Donc, effectivement, comment gérer ça? Comment le gérer autrement? Ok, c'est noté. Merci, Perrine. Et il reste Thomas. Oui, Bonjour, bonjour. Thomas. Alors, Thomas, tu passes le dernier, donc c'est déjà beaucoup de choses. Oui, mais pas forcément ce que je ressens moi, c'est-à-dire que j'ai tendance à… j'ai depuis toujours, j'ai mes émotions qui sont, voilà, qui arrivent très fortement en moi et qui doivent sortir. Voilà, j'ai du mal à les réprimer et on m'a bien fait comprendre, notamment dans
dans un ancien poste où j'ai passé plus de 10 ans que c'était infantile, hein, d'utiliser ses émotions, en tout cas de les laisser s'exprimer. Et bon, voilà, donc j'en suis pas vraiment convaincu. Et en même temps, j'ai toujours du mal à les gérer et en même temps à les confronter à celles des autres. Donc voilà, ce webinaire m'intéresse bien entendu. Ok. Merci beaucoup Thomas, c'est noté. Donc complexité, gestion des émotions. Et moi, quand je vous entends, ça me fait penser hypersensibilité, qui est une vraie thématique et là, vous êtes en plein dans le webinaire finalement. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un fardeau? Comment ça s'intègre professionnellement? Et puis, en fonction de l'entreprise pour laquelle je travaille, est-ce que l'intelligence émotionnelle est un atout ou est-ce qu'au contraire, je suis dans une entreprise très pyramidale qui met beaucoup de choses sous contrôle et pour lequel les émotions, c'est considéré comme une marque de faiblesse. Donc, j'ai bien noté et je vais y venir dans le cadre du webinaire. Merci. Il me semble que j'ai oublié Agathe. Agathe, est-ce que tu as effectivement des choses, toi, que tu aimerais rajouter et ce sur quoi tu aimerais repartir? Avec quoi tu aimerais repartir? Non, moi, j'ai rien à rajouter de particulier. Moi, du coup, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Je ne sais pas s'il y en a dans certains qui ne me connaissent pas, mais du coup, je suis Agathe Dessery et je suis manager de l'ASSO des diplômés d'HEI et je travaille en ce moment en parallèle aussi pour la IISA. Et pour HEI, je m'occupe plus particulièrement de cet axe accompagnement carrière. Et du coup, moi, je fais pas mal d'ateliers, mais du coup, celui-là, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai plein de curiosité sur le sujet. Et donc, voilà, j'ai hâte de découvrir. Et puis, les émotions, on en a tous, on en a au quotidien. Donc, hâte d'en apprendre un peu plus sur ce sujet. Voilà. Merci Agathe et merci pour votre confiance dans le cadre de mon intervention. Alors, les règles pour l'accompagnement, là, pour cette heure qu'on va passer, heure 15 qu'on va passer ensemble, vraiment, le courant ascendant-descendant, c'est pas sympa. Moi, je vous propose d'échanger, de partager. Donc, on n'est pas là pour juger ou pour décider à la place de l'autre. On se dit de l'écoute, du partage. S'il y a besoin de lever la main, n'hésitez pas. Je vous encourage à prendre la parole. Je vais avoir des moments d'échange. Je vais mettre des moments vraiment d'échange et d'interaction. Et donc, le webinaire est filmé, donc s'il y a des personnes pour lesquelles ça dérange, je vous encourage à le noter dans le chat et on s'arrangera pour que vous n'apparaissiez pas lors du montage du replay. D'un point de vue pratique, ça veut dire que si on part un petit peu plus tôt, là, comme ce que j'ai écrit et d'autres personnes ont écrit, on pourra suivre quand même les 30 minutes qui manquent. Exactement. Oui, c'est ça. En fait, on va l'envoyer aux participants. Je vous l'envoie à tous, donc vous le recevrez dès que c'est terminé. C'est ça, c'est les joies du replay. Bon, pour l'organisation, on a déjà bien avancé, donc petite phase d'introduction, on va rentrer dans la présentation jusqu'à 14h15 et puis on aura l'interaction tout au long, mais on aura un petit moment à la fin pour du partage et partage d'outils notamment et questions-réponses. Alors déjà, on va faire une petite introduction par rapport à Descartes, parce qu'en fait, on parle d'émotion, émotion, fardeau ou cadeau. Il faut remonter dans les années 1600, Descartes, qui est né en 1596, mathématicien, physicien, philosophe. Et lui, Descartes, ce qu'il disait, c'est qu'une bonne décision ne se prend pas dans l'émotion, et donc il vaut mieux dormir dessus et revenir le lendemain en attendant que tout ça se remette d'aplomb. Sauf que les neurosciences ont démontré aujourd'hui que ce sont nos émotions qui sont à l'origine de nos prises de décision. D'ailleurs, si on retourne sur le mot émovere en latin, qui veut dire finalement une mise en mouvement, une mise en action, c'est l'action de. Et d'ailleurs, vous avez certainement déjà vécu des formations où vous avez réalisé, où vous avez fait. Il y en a même en marketing qui s'appelle ça des formes actions, parce que l'on retient ce que l'on fait. Et nos émotions, effectivement, sont à l'origine de nos prises de décision. Et c'est bien souvent, et on peut d'ailleurs parler dans les métiers commerciaux, souvent la relation qui se construit, ou une embauche, les premières minutes, c'est souvent l'émotion qui vient en premier. Alors, pour sortir de Descartes, parce que Descartes nous a quand même accompagnés dans cette croyance pendant, j'ai envie de dire, pratiquement jusqu'à nos jours. Je l'entends encore très souvent en entreprise. Oh là, tu sais, tu es un peu trop dans l'émotion. Ici, on n'est pas là. Hein. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Donc, tu mets ça à l'entrée, s'il te plaît. Et surtout, en plus, si c'est du personnel, moi, ça ne me regarde pas. Mais ce n'est pas du rôle de l'entreprise.
Alors, je vais vous présenter un index que l'on utilise en coaching professionnel qui est issu de la programmation neurolinguistique et qui est assez simple. Alors, je vais vous le présenter vraiment très vulgairement. Tout en haut, vous avez le comportement extérieur. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a des gestes, un mouvement, une posture, une intonation. Et c'est toute la partie consciente. Et ensuite, on a toute la partie inconsciente. Donc l'inconscient travaille 1 million de fois plus que le conscient, surtout la nuit. Et là, il y a deux sphères en fait. Il y a la sphère état interne, le cœur, le corps, donc les sentiments, les émotions, l'affect. Et là, on est dans la partie limbique du cerveau. Et il y a toute la partie process interne. Process interne, donc on est à droite. Donc là, on est sur le cortex du cerveau et c'est toute la partie réflexion, raisonnement, croyance, pensée, anticipation, planification, organisation, gestion. Vous voyez, un petit peu dans la base de l'ingénierie, moi, quand je suis sorti de HEI, j'étais à fond sur le process interne. Et il y a une deuxième chose qui se greffe par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui dit ouais, les émotions en entreprise. Et puis alors, je crois que c'est Jean-Christophe qui parlait. Moi, j'aimerais mieux les comprendre parce qu'on ne montre pas forcément ses émotions. C'est ça, ouais. Ouais. La deuxième chose, dans les croyances, et on est au niveau des croyances donc du process interne, tout en bas à droite. Et là, si on se rapproche un peu de l'analyse transactionnelle, nos croyances vont conditionner notre expérience. Et notre expérience va conditionner notre système. Et donc, à l'âge de 8 ans, notre patrimoine psychologique est transmis par nos parents, nos grands-parents, donc un certain nombre de modes de fonctionnement, de croyances, qu'elles soient des croyances ressources ou des croyances limitantes, des valeurs. Donc c'est une éducation qui se fait avec l'école, avec la famille, et généralement à l'âge de 8 ans, ce qu'on appelle la relation enfant-parent, c'est ce qui va conditionner bon nombre d'expériences et de modes de fonctionnement à l'âge adulte. Alors bien souvent, dans les croyances, on va transmettre parfois des messages limitants qui sont « mon fils, t'es fort, tu pleures pas toi. Et si tu pleures, tu pleures dans ta chambre. » Et puis tu sais, montrer ses émotions, c'est une marque de faiblesse. Être aidé, c'est pour les nuls. Et puis tu sais, montrer sa vulnérabilité, moi j'ai pas besoin d'être aidé, je suis fort. Et dans l'éducation, globalement en France, chez un homme, en tout cas, montrer ses émotions, pour la plupart des croyances transmises, c'est montrer ses émotions, c'est une marque de faiblesse. Donc on est sur ce qu'on appelle le driver soi fort de l'analyse transactionnelle, alors qu'en fait, les émotions, elles ont un rôle énorme à jouer, que ce soit déjà pour soi, dans le leadership personnel, que ce soit avec les autres, dans le leadership interpersonnel, et en tant que gérant, manager, dirigeant, comment convaincre quand je ne suis pas convaincu, parce qu'en fait, entre ce que je montre et ce que je ressens, tout se sent et tout se sait. Et puis après, il y a le leadership business, et j'en parlerai après. Donc l'état interne, l'émotion, c'est quelque chose qui est à aborder, puisqu'elle a des messages, elle a un rôle, elle a effectivement des messages à transmettre, et encore faut-il être à l'écoute de ce que ces émotions ont à dire. Donc cet index de computation, on appelle ça aussi la congruence, ou l'index de conscience, ou la cohérence tête-cœur-trip. Vous savez, c'est en fait, je fais ça, mais je ressens ça, et puis moi, je suis à peu près là, quoi. Donc tous les matins, j'arrive au boulot, le drapeau tombe, je ne sais pas ce que je fais ici, je le fais, mais en fait, ça fait bien longtemps que j'aime plus mon activité. Là, par exemple, on est dans un écart de congruence, c'est-à-dire que mon cœur, tout l'état interne me montre que je ne suis plus à ma place, mais par contre, je continue à le faire, pour des raisons bien particulières. Parfois, il y a des peurs, il y a d'autres besoins matériels, besoins financiers, besoin d'accompagner ses enfants, ou ses grands-parents, ou ses parents en perte d'autonomie. Il y a peut-être d'autres besoins qui font qu'en fait, je me suis déconnecté de ce que je ressens vraiment. Et puis, tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Dans la vie, il faut se battre pour réussir. Tout travail mérite salaire, tu sais, c'est réussir dans la facilité. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde. Dans la vie, il faut se battre pour gagner sa vie. Tout ça, c'est des croyances qui sont transmises et qui, à l'âge adulte, amènent à un comportement. Donc là, on est sur le haut, comportement extérieur. Je prends un exemple tout simple. Je me dis que je vais aller chez ma belle-mère dimanche et que je vais bien m'ennuyer, pour être poli. J'arrive chez ma belle-mère, je me mets à côté du bocal de poisson rouge et puis je regarde le poisson rouge pendant 1 heure. Je rentre chez moi et puis je dis à ma femme, t'as vu, je me suis bien ennuyé. Et en fait, la croyance va conditionner l'expérience.
et l'expérience va conditionner le système. Donc là, on est vraiment dans une boucle. Et en fait, je crois que je agis en tant que tel et je reviens, et bien, tu as vu, je te l'avais dit. Et là, on est vraiment dans cette roue-là. Alors, on va du coup se focaliser aujourd'hui sur l'état interne, ce qui est vraiment la partie émotionnelle. Le process interne, peut-être qu'on y viendra dans un autre webinaire, mais là, on va bien se concentrer sur les émotions. Alors, les émotions, j'ai pris un exemple ingénierie, les émotions sont au corps humain, ce que le tableau de bord est à la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement mon tableau de bord émotionnel. À un moment donné, je ressens quelque chose, anxiété, stress, crise d'angoisse, une somatisation physique d'un problème interne, mais je ne veux surtout pas le voir, parce qu'en fait, finalement, je ne change pas ce que je n'accepte pas, ou ce dont je n'ai pas toujours conscience, puisque les émotions, il y a une grande part d'inconscient également. Mais à un moment donné, j'ai un témoin qui s'allume, comme un besoin inassouvi, comme une envie que je ne veux pas réaliser, et tout besoin inassouvi revient encore plus fort et autrement. C'est-à-dire que déjà pour moi-même, mais ensuite auprès de l'équipe que j'accompagne, si je ne suis pas en mesure de questionner pour détecter ça, à court terme, moyen terme ou long terme, qu'est-ce qui va se passer déjà pour l'individu, pour ensuite le collectif et ensuite pour le fonctionnement de l'entreprise au global. Méfiance, défiance, perte de confiance, baisse de motivation, baisse d'envie. Voilà. Donc il y a un témoin qui s'allume à un moment donné. Et là, pour les hypersensibles, soit effectivement, on m'a dit qu'il fallait que je les combatte, ou on m'a dit que c'était pas bien, qu'il fallait surtout pas les montrer, ou alors en fait, je crois que c'est vraiment un frein au développement de ma carrière. Puis en plus, l'expérience l'a démontré, puisque je suis dans une entreprise qui m'a confirmé que c'était un frein. Et donc, je vais mettre, soit je mets la gommette et je ne veux pas le voir, ou en tout cas, je le cache. Mais à un moment donné, ça va revenir encore plus fort, jusqu'à ce que j'ai vraiment compris. Et quand ça revient encore plus fort, ça revient sous forme parfois même de maladie. On a des personnes, moi j'ai accompagné des personnes où la maladie, c'était le maladire. Et donc, en fait, à un moment donné, le corps a fait stop. Souvent, le burn-out, aujourd'hui, c'est 1,5 million de personnes par an. 1,5 million de personnes par an sur le dernier rapport Burnout 2017. C'est souvent des burn-out issus de fatigue psychologique, émotionnelle, que des fatigues physiques. Parce qu'à un moment donné, je ne me suis pas écouté, je n'ai pas su poser mes limites. J'ai fait ce on attendait de moi, j'ai réussi pour la réussite des autres, mais ce n'était pas ma réussite à moi. Et je me suis complètement dissocié à tel point que je ne sais même plus ce que j'ai envie et quels sont mes besoins. Et à un moment donné, le corps dit stop. Et puis parfois, au bout de 20 ans, 30 ans de carrière, c'est pas facile d'accepter que finalement, j'ai un grand changement à opérer chez moi. Donc, les émotions sont au corps humain ce que le tableau de bord est à la voiture. Je vais vous présenter les 4 émotions primaires. Donc, j'ai entendu qu'il y avait Perrine qui avait fait une formation sur les émotions. Là, on va déjà présenter vraiment la base, qui sont les 4 émotions primaires. La première, c'est la joie, qu'on connaît, la peur, la colère et la tristesse. Alors, il faut imaginer que les émotions, c'est un peu comme un robinet. Le matin, vous ouvrez le robinet et puis vous mettez le pouce dessus. Et qu'est-ce qui se passe si je mets le pouce sur le haut du robinet? En fait, à un moment donné, soit je coupe tout, soit je fous la pression et puis ça éclabousse partout. Donc cette petite métaphore, c'est pour vous présenter quoi? C'est qu'en fait, finalement, soit je ne veux pas vivre, par exemple, je ne veux pas avoir peur ou je ne veux pas être triste. Donc, je combats les émotions. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais en exacerber une autre. Je prends l'exemple là de quelqu'un que j'accompagnais. Il me dit, voilà, je viens vous voir, ça fait 15 ans que je dirige mon activité, j'ai un turnover qui est énorme dans mon entreprise, et à chaque fois, en fait, alors pendant des années, je voyais plus la paille dans l'œil de l'autre que finalement la poutre que j'avais dans mon œil, et à l'issue d'un audit sur le bien-être, il est ressorti que j'avais une tendance à la colère qui générait finalement, je transmettais mes émotions sans m'en rendre compte auprès des autres. Et cette émotion de colère amenait mon équipe à se dévaloriser, c'était jamais assez, jamais suffisant, et du coup je me suis rendu compte que j'étais entre guillemets narcissique malgré moi. En fait, mon souhait c'était pas de dévaloriser les autres,
mais finalement, c'est eux qui se dévalorisent eux-mêmes de par mon exigence, mon insatisfaction, mon besoin de contrôle. Et donc, en fait, derrière cette colère, ce qui est une émotion raquette, il ne partageait jamais ses peurs, ou jamais ses tristesses, et voire même pour lui, dans son inconscient, la peur, c'était quelque chose qui était complètement, on va dire, sous la partie émergée de l'iceberg. Et donc, petit à petit, il a appris à aborder ses peurs, à les ressentir, à voir les messages autour de la peur, et puis le niveau de colère a diminué. Alors, la joie, c'est la seule émotion qui essaye de se reproduire en permanence. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la petite vidéo que je vous avais envoyée en introduction, mais c'est bien le sourire qui est à l'origine de la joie. Alors, là, il se collait un scotch comme ça en disant « ouais, super, comme ça, au moins, je fais revenir la joie ». Mais effectivement, c'est le fait de sourire qui va permettre de travailler la joie. Et la joie, en fait, c'est la seule émotion qui amène à se répéter en permanence. Alors, les émotions, soit je les combats, soit je les accueille. Alors, je vais parler d'Archimède. Vous qui connaissez Archimède, tout poussé amène à une contre-poussée. Si vous essayez de combattre un mur, il y a de grandes chances que vous perdiez. Par contre, si j'accueille les émotions, alors je vais pouvoir m'en servir. Et surtout, si j'accueille l'émotion de l'autre, de mon équipe, je vais pouvoir aussi questionner pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. En bilate ou en intimité, pour amener justement un changement de posture et puis à une relation de confiance qui fait partie du leadership, et on le verra tout à l'heure. Alors, la peur, 92% des peurs sont infondées. Il n'y a que 8% des peurs qui disent « voilà ce qui pourrait arriver si tu ne te bouges pas ». 92% des peurs, ça veut dire finalement, et là vous pouvez poser la question à votre équipe ou avec vous-même, il y a un exercice qui est assez simple, qui est de se dire, voilà, je vais noter ma plus grande peur là-haut, là, tout en haut de l'ordonnée. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire du pire du pire si par exemple j'échoue? La peur de l'échec. Parfois, il y en a la peur de réussite, peur de la culpabilité, peur de la honte, peur d'avoir peur, peur du jugement, peur du regard des autres. On va prendre la peur de l'échec, qui est à la mode. Peur de l'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du retour d'expérience. Mais pour la plupart, quand j'échoue, c'est mon être qui échoue. Non. Quand j'échoue, en fait, c'est ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis. Ça ne change pas mon identité, mes valeurs. Donc, je vais noter quelle est ma plus grande peur. Peur de l'échec, ok. Et qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire du pire en haut de l'ordonnée? Et en bas de l'ordonnée, je vais mettre le rien de rien de rien. Et puis voilà, je vais venir classer. Si j'échoue, on va rigoler de moi. D'accord. Et puis si j'échoue, en fait, mon niveau de confiance en moi va diminuer. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire du pire? Et en fait, vous allez commencer à aborder vos peurs là, et à les accueillir. J'ai pris l'exemple de la peur. Hein. Et puis ensuite, la question qui peut se poser, c'est quelle est la probabilité que ça arrive vraiment? Par exemple, que tout le monde rigole de moi parce que tiens, je suis en webinaire et puis j'ai le cadre qui se casse la figure, ou tiens, ça coupe, ou tiens, on ne m'entend pas assez. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire du pire? Qu'on me reprend pas, qu'on ne me fasse plus confiance, ou que les personnes quittent ce webinaire. D'accord. Et alors, la probabilité concrètement que ça arrive, ça peut arriver, mais ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas sous mon contrôle. Donc, ce n'est pas vraiment un échec qui m'appartient, en fait, peut-être. Donc, bon, la probabilité, 20%. D'accord. Et puis, en fait, à force de regarder les probabilités sur chaque peur, petit à petit, on continue à accueillir la peur. Et puis, en fait, après, on va passer sur la prévention. Tiens, la peur de l'échec, là, par contre, il y a 60% que finalement, là, si j'échoue, je vais perdre mon client. Et puis, en plus, il y a de grandes chances qu'il en démotive 10 autres parce qu'il va me donner une mauvaise réputation. Donc, quelle prévention je peux mettre en place sur cette probabilité la plus forte? Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour un petit outil, un petit exemple sur la peur. Troisième émotion qui est la colère. Alors, la colère, c'est j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Le message de la colère, c'est ça. Je suis en colère. Je suis en colère là parce que mon collaborateur, il est 8h et il est arrivé à 8h10. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la conférence de Pierre Morkens pour le HEI Alumni Day, c'était excellent. Et effectivement, la personne arrive à 8h10. Moi, dans mes valeurs et dans mes croyances, et surtout dans mes valeurs, dans mes besoins, une réunion démarre à l'heure et se termine à l'heure. Il arrive tout le temps à 8h10. Ça me met en colère. Donc finalement, je ne gère plus la situation. C'est la situation qui me gère.
Et donc, à un moment donné, comment je fais pour sortir de ça? Donc, la colère, c'est vraiment, j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Hein, je suis en voiture, il y a quelqu'un qui me brûle la priorité. Tu ne vois pas qu'il est rouge, et là, ça m'énerve. Parce que on est venu empiéter sur mon territoire. Alors, la colère, quand on est en colère, on fabrique du cortisol. Et 1 minute de colère, il faut 1 heure au système immunitaire pour l'évacuer. Donc, d'ailleurs, dans la petite vidéo, il disait 5 minutes de colère, 5 heures pour vraiment au système immunitaire pour pouvoir évacuer ça. Je vous laisse imaginer ce que ça peut générer quand je suis tout le temps en colère parce que j'ai racketté la peur et je ne veux pas montrer les peurs, ou inconsciemment, j'ai grandi dans une famille où il fallait ne pas être triste, par exemple, et donc du coup, je suis toujours en joie. À chaque fois qu'on me pose la question, comment ça va? Ouais, ça va, super. Vous savez, il y a certainement des gens autour de vous, des personnes dans nos équipes qui sont toujours dans la joie. On ne les voit jamais tristes. Ils ont caché à un moment donné une émotion. Et donc, en fait, c'est un peu comme, je reviens sur l'exemple du robinet, mais j'ai mis le doigt sur le robinet parce qu'il y en a une qui me dérangeait, ou en tout cas, dans l'héritage psychologique, il y en a une que, voilà, c'est tabou, il ne faut pas partager sa tristesse avec les autres, hein, je ne suis pas égoïste, et puis ils ont peut-être d'autres choses à faire, et puis tu sais, dans la vie, il y a toujours pire, la philosophie du pire qui empêche de se plaindre. Donc, on a coupé une émotion, et donc on en exacerbe une autre. Alors, tout ça, en fait, ça crée quoi? Ça crée des blocages. Ça crée des blocages de certaines émotions. Et puis finalement, quand je coupe les émotions, je coupe le plus et le moins. Et là, on parle de somatisation. Donc, somatisation, tout simplement, c'est une conséquence physique d'un problème psychique. Et donc, il y a un tas de somatisations qui peuvent être... ce qu'on voit régulièrement, c'est le stress, c'est l'angoisse, ça peut être parfois des maladies de peau, de l'asthme, de l'eczéma, du psoriasis, ça peut aller plus loin encore, mais en fait, comme mon corps est en train de m'envoyer un signal et que ce signal, je ne veux pas l'accueillir parce que la vérité est trop amère, par exemple, et ça va revenir encore plus fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive sur ce que je disais tout à l'heure, le fameux stop, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'arrête et j'écoute, je prends conscience et je change. Et ça, je le transpose également auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit dans ma sphère personnelle comme dans ma sphère professionnelle, si j'ai des responsabilités de management d'équipe ou de management transverse. Alors, on arrive donc sur le slide suivant. Les sentiments, c'est le temps que j'accorde à mes émotions. Alors, quand on a passé X années de sa vie à se déconnecter de ses émotions, parce qu'en plus, j'ai envie d'être hyper efficace, et là, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, il est 20 heures, il faut que je finisse cette présentation, et ça fait 20 ans que c'est comme ça, et quand je rentre à la maison, j'ai encore X de choses à faire, mais que je ne m'écoute pas, que je ne m'accorde pas, il y a un moment donné, en fait, où j'ai rompu cette partie de l'état interne, on a vu tout à l'heure, je suis que dans le process interne, j'anticipe, je planifie, j'organise, je contrôle, parfois par peur par certaines peurs sous-jacentes qui sont là et donc pour ne pas les vivre, je contrôle. Donc les sentiments, c'est le temps que j'accorde à mes émotions. Donc si je ne prends pas le temps, qui est un travail, de prendre le temps, parfois on me dit, bah oui, mais pour moi, ne rien faire, c'est un travail. Donc ne rien faire, c'est faire. De prendre ce temps pour être à l'écoute de ces émotions qui vont amener aussi de la créativité, hein, clairement. Et bien voilà, donc ce sentiment, c'est le temps que j'accorde à mes émotions. Alors, je vais vous montrer, on avait mis ça sur un post qu'on avait mis en place il y a quelques temps, il y a plus d'1 an, sur le stressomètre. Et là, je vous propose de regarder les messages des émotions. Alors, et surtout, en fait, en prenant 1 minute avec vous-même, ici et maintenant, je vous propose de vous entourer là où vous vous sentez être aujourd'hui. Alors, pas hier, pas demain, mais là, ici et maintenant, en fait, comment je me sens dans le cadre de ma journée, là, ici et maintenant? Est-ce que je suis plutôt relax? Et du coup, mon non-verbal me montre, je suis détendu, puis on l'a dit ce matin, dis donc, tu as l'air bien, t'as l'air en forme, tu as l'air bien. Est-ce que je suis plutôt sous tension parce que la situation économique, sanitaire et écologique, c'est compliqué, et je vois noir. Et donc, en fait, pour moi, ça m'amène même à un niveau de stress.
de peur, d'impatience. Et donc, en fait, je suis stressé, donc je deviens agressif, je ne m'en rends pas toujours compte, mais du coup, je deviens entre guillemets, pervers malgré moi, parce qu'en fait, je n'ai pas conscience de l'impact que je génère chez les autres. Alors, j'ai bien conscience des chocs émotionnels que je reçois, mais moi, je n'ai pas forcément pris conscience de l'impact émotionnel que j'ai envers les autres. L'angoisse, et après, on arrive jusqu'à l'anxiété. Alors, je vous laisse prendre 30 secondes pour vous entourer là où vous avez envie, là où vous vous sentez être, pardon. Et puis ensuite, je vous encourage à regarder finalement l'action qui vient en lien avec ce stressomètre. Je prends donc le niveau de stress. Derrière, effectivement, on a avancer, se faire accompagner, ne pas supposer, apprendre à... Alors, on a mis méditer, mais c'est surtout d'avoir un temps d'introspection pour soi, pour savoir ce qui est à l'origine du stress. Finalement, là, comment tu te sens? Je ne me sens pas très bien. Quand tu es arrivé là ce matin, je le vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je sens bien qu'il y a une perte de motivation, qu'il y a plus d'envie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Qu'est-ce que ça génère chez toi? Je suis inquiet parce que j'ai un souci personnel que je dois régler, etc. D'accord. Et donc, si ce sentiment-là, il était porteur d'un message pour toi, ce serait quoi? Et finalement, si ce message-là était porteur d'un message de changement, par quoi tu commencerais? Et là, on va commencer à être dans l'accueil émotionnel pour pouvoir accepter, en tout cas de le conscientiser dans un premier temps, et ensuite de l'accepter, et ensuite de changer. Alors, moi, je vois dans les entreprises de plus en plus de chefs happiness officers, de responsables du bien-être. Et puis, on met des pommes, des corbeilles de fruits, on met des jeux, on crée un environnement bienveillant. C'est super, c'est vraiment déjà une première étape. Et en même temps, le mieux-être, c'est quelque chose de complètement différent. Si la personne, quand elle rentre chez elle, elle a des conflits conjugaux, qu'elle s'occupe de sa maman qui arrive en fin de vie, quand elle arrive au travail, elle ne doit pas montrer ses émotions parce que c'est une marque de faiblesse et qu'elle doit gérer une équipe en France et à Prague, combien de temps ça va tenir ? Et si cette personne, en plus, elle a grandi dans une famille où, mon fils, quand tu pleures dans ta chambre, et être aidé, être accompagné, c'est pour les nuls. Montrer sa vulnérabilité, l'humilité, c'est compliqué. Et ben, à partir de quel moment, si je ne suis pas à l'écoute de moi-même, à partir de quel moment je vais sombrer, entre guillemets, ou je vais avoir un vrai moment de off. Il y avait un grand philosophe d'amour qui disait « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Ou encore « Je ne peux me donner aux autres si je ne me suis pas reçu ». Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de soi pour surtout aussi être à l'écoute des autres. Ça va pour ça, pour le moment. Quelles sont les éventuelles questions, interrogations, témoignages par rapport à ce que je viens d'évoquer? Oui, moi j'avais une question là. J'étais en train de regarder aussi le stressomètre et j'étais plutôt dans la tension et donc le travail sur l'assertivité ou autre. Et je me rends compte qu'effectivement, en situation de tension, bien entendu, ça a tendance à déborder sur les autres. J'ai tendance à essayer d'en reporter sur mes interlocuteurs pour peut-être me décharger moi-même un petit peu. Voilà, donc est-ce que là-dessus, tu pourrais nous en dire plus sur l'assertivité ou sur, qui me semble être la réponse, une des réponses à ce que j'exprime là? D'accord. C'est Thomas qui parle là. Oui, c'est moi, ouais, c'est Thomas. Alors, là, en fait, déjà, il y a un exercice que tu peux trouver sur Internet qui s'appelle le test de Gordon. G-O-R-D-O-N, qui est un outil que l'on donne pour amener les personnes à conscientiser leur niveau d'assertivité. C'est souvent donné en formation pour les formateurs et pour les commerciaux. Pourquoi? Parce que je vous laisse imaginer si je ne suis pas assertif. Alors, pour donner une définition de l'assertivité, très simple, très vulgarisée, l'assertivité, c'est je me valorise moi et je valorise les autres. Alors, tout simplement, donc je me valorise moi et je valorise les autres. J'ai facilité à voir ce que la personne en face met en œuvre en termes de qualité, de comportement, de compétences, et je lui souligne. Dis donc,
Ah, ce que tu viens de faire là, ton niveau de flexibilité et de créativité aujourd'hui, moi, c'est au top. Moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir faire ça, ce n'est pas ma qualité. Mais alors toi, là, grâce à ça, on a avancé 1000 fois, quoi. Donc, merci. Mais on peut exprimer de la reconnaissance, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est ça, oui, conscient, de manière voilà, habile, enfin, réfléchie ou autre, mais ça, c'est plutôt une manière consciente, mais de manière inconsciente en même temps ou à un autre moment juste après, se contredire avec un manque d'assertivité, donc justement ce côté reporter peut-être la faute, le stress sur les autres, quoi. C'est Alors, effectivement, alors dans l'assertivité, si je ne suis pas assertif, il y a trois biais qui sont la manipulation, l'agressivité ou la fuite. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne suis pas en mesure de me valoriser moi, parce que j'ai l'impression que quand je me valorise, par exemple, c'est un ego surdimensionné, ou que je suis trop égocentré, ou que ça peut être mal vu, ou que je n'ai pas cette capacité à valoriser l'autre, en fait, je vais jouer dans ce qu'on appelle les scénarios de vie. Donc, soit je vais être dans la dévalorisation de moi-même, donc je vais passer de ma valorisation à ma dévalorisation. Donc, je me dévalorise et je valorise les autres, manque de confiance, ou je me dévalorise et je dévalorise les autres. Donc là, on est dans la déprime, voire la dépression à long terme. Ou alors, je me valorise moi et je me dévalorise les autres. Et là, c'est conscient ou inconscient, mais je suis dans un processus ce qu'on appelle un peu plus narcissique. Il n'y a que moi qui sais, j'ai beau enfiler des passoires, ça ne fera jamais une casserole. Voilà, c'est toute ressemblance avec des personnes ou des faits ayant existé fortuite. L'assertivité, elle se mesure effectivement déjà de le conscientiser en prenant ce test, et ça va permettre déjà d'identifier tout ça. Après, ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle la cohérence entre faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, effectivement, il y a un problème de cohérence. L'assertivité, on est plus sur vraiment valorisation de soi, valorisation des autres. Je suis en formation, je suis le formateur. Il n'y a que moi qui sais, hein, et vous ne savez rien. Et puis surtout, toi, tu ne dis surtout pas quelque chose. Là, effectivement, on est en manque d'assertivité parce qu'à plusieurs, on va loin et on partage ensemble. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Thomas ? Oui, la question de la cohérence, elle est fondamentale, bien sûr, hein, quand on échange avec des autres, en particulier des subordonnés, entre guillemets. Et effectivement, ouais, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, oui, je te remercie. C'est un peu plus clair. Merci à toi. La manipulation, l'agressivité et la fuite sont les revers d'une non-assertivité. Je me retrouve en face de quelqu'un qui me met en tension, qui me stresse. Il a un aura, un charisme. Quand il arrive, tout le monde se tait, on a un peu peur. Et là, donc, je vais me faire tout petit parce qu'il me fait peur ou parce que du coup, je me dévalorise face à elle ou face à lui. Donc là, on est sur la fuite. Ou alors, tiens, comment je peux faire en sorte que l'idée vienne de lui? J'arrive pas trop à m'affirmer, à oser. Donc, comment je pourrais le questionner pour qu'il aille là où j'ai envie qu'il aille? Donc là, on est dans la manipulation. Alors, la manipulation a la mauvaise réputation, mais il y a des manipulations positives et des manipulations négatives. La manipulation négative, c'est quand finalement elle est à des fins personnelles et qu'elle n'est valable que pour soi. Mais si à un moment donné, elle est bonne pour l'individu, elle est bonne pour le système, elle est bonne pour la personne, elle est bonne pour soi, en fait, au final, elle est bonne pour tout le monde, et c'est ce qu'on appelle la manipulation positive. C'est l'objet d'un autre webinaire, je ne vais pas me lancer dans ce sujet-là. Mais il y a les différentes formes de manipulation. Et après, l'agressivité. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai quelqu'un qui vient qui me dit « Dis donc, ça fait 10 fois que je te demande de faire cette action-là, et toutes les semaines, en réunion hebdo, tu es en train de me dire que tu es en retard, et c'est pas fait. Moi, ça m'énerve. » Et donc là, en fait, on est dans la notion d'agressivité, et légitime, hein, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Alors, je reçois la colère de la personne qui me fait un reproche, et là, je me mets en posture de victime. Je me défends. Bah oui, mais tu sais, c'est pas facile en ce moment, et puis je suis débordé de travail, et je commence à rentrer dans le système de la défense et de ce qu'on appelle la victimisation. Donc, je vais me mettre en colère moi aussi. Il est en colère, je suis en colère. Il est triste, je suis triste. Tu pleures, je pleure. Là, on est dans ce qu'on appelle le miroir émotionnel, donc, et on partage les émotions. Donc, du coup, face à ça, la personne assertive qui reçoit la colère de l'autre va pouvoir répondre autrement, peut-être de se définir plutôt que de se défendre, pour pouvoir justement sortir de cette situation et ne pas l'envenimer. Alors, en fait, les émotions sont aussi au cœur du changement. Et là, je vous présente ce qu'on appelle la courbe de deuil.
Elle a bien son nom, cette courbe, parce qu'en fait, les émotions, en fonction de rôle qu'elles jouent, des messages qu'elles nous apportent, quand encore on prend le temps de les écouter, sont souvent au cœur des transformations, au cœur des changements radicaux. Alors le changement peut venir d'une insatisfaction, d'une nécessité, parfois elle est subie, parfois elle est voulue, mais on traverse différentes étapes. La première, c'est le choc. Alors j'ai mis le coronavirus, parce qu'en fait, bon, ça arrive, ok, super. Bon. Et puis après, il y a cette notion de déni. On est dans le déni, hein, on exagère, c'est qu'une grippe, on parlait de manipulation, complotisme, etc. Et puis après, chacun y va de sa carte du monde, ça commence à créer des débats, des échanges, chacun a un avis bien tranché sur le sujet, et puis j'ai même déjà des personnes que j'ai accompagnées qui se sont même mis très en colère en famille parce qu'ils ne partageaient pas la même vision de la situation. Et là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la colère. La colère qui est entre le déni et la frustration, pour arriver ensuite sur la tristesse, la frustration, la résignation, l'acceptation aussi, pour ensuite remonter vers l'expérience, la décision, l'acceptation, la quête de sens. Alors, toute cette courbe-là, vous la retrouverez facilement, hein, ce qu'on appelle la courbe de deuil de Kubler-Ross, désolé pour l'accent, et qui permet simplement, non pas de mettre les gens dans des cases, mais d'avoir une prise de conscience plus claire dans la situation dans laquelle je suis, ou dans la situation dans laquelle je suis gérant d'une transformation, je manage une transformation actuellement, un changement de processus, et je dois accompagner 200 collaborateurs dans ce processus de transformation, et finalement, chaque individu va vivre cette transformation à sa manière, en fonction de son patrimoine, de son héritage et de son rapport au changement. Et moi aussi, en tant que manager de la transformation, comment je vais le vivre. Donc là, en fait, ça permet aussi de se conscientiser de la situation et surtout de se dire que c'est un processus qui est normal et que toutes les émotions sont à vivre, que ce soit la colère, la joie, la peur ou la tristesse, toutes les émotions sont à vivre et ça fait partie d'un cycle. Alors, selon vous, face aux situations nouvelles, quelle est la première question qui se pose? Si chaque sentiment est porteur d'un message de changement, tout à l'heure je disais quel serait le message à chacun de ces sentiments? Donc on est face à une transformation, alors on peut prendre n'importe quel exemple, selon l'exemple que vous souhaitez, face au Covid, ou face à un changement familial, ou face à un changement de poste, ou face à une transformation qui m'est demandée, où je dois accompagner mes équipes pour mettre en place un système digital en plein Covid, où je vais devoir faire du management à distance. Face à cette situation nouvelle, et dans les cycles du changement, et en lien forcément avec les émotions, quelles sont les 4 questions qui se posent dans l'ordre? Alors, on avait vu tout à l'heure que Descartes, c'était une bonne décision ne se prend pas dans l'émotion. Or, les neurosciences nous ont prouvé et nous prouvent aujourd'hui que c'est les émotions qui sont à l'origine de nos décisions. Quelqu'un a-t-il une idée en tête de la première question qui se pose? Alors, la première chose, c'est l'envie. Bon, Johnny Hallyday disait l'envie d'avoir envie. Alors, Johnny, on aime ou on n'aime pas, mais quand il chante, il cause à notre système 1. Il nous fait vibrer. Même si, quelque part, à un moment donné, il y a des gens qui adorent Johnny, il y a des gens qui détestent Johnny, mais en tout cas, on ne pourra pas lui nier sa voix et cette capacité à nous faire ressentir les choses. La première chose qui se pose comme question, effectivement, c'est l'envie. Est-ce que j'en ai envie? Je déclenche 75% de mes potentiels en plus si je fais les choses par envie. Donc là, on est en plein dans l'émotionnel, puisque je suis à l'écoute de mon état interne. Avant de faire et de faire et de refaire, à quelle branche appartient cette arme? Quand je suis en train de faire ça, c'est pour qui? Pour quelle réussite? Et après, so what? Si effectivement je fais les choses non pas par envie, mais parce qu'il faut les faire, je subis. Si je ne fais pas les choses par envie, je subis. La deuxième étape à se poser comme question, c'est l'intérêt. Une fois que l'envie est posée, oui, j'en ai envie,
Est-ce que j'ai de l'intérêt à le faire pour moi-même, pour les autres? Est-ce que ça rejoint, par exemple, ma valeur d'humanisme ou mon besoin de réussite ou mon besoin de pouvoir ou mon besoin d'hédonisme ou mon besoin d'universalisme ou mon besoin de sécurité? Bon, j'ai un besoin de liberté aussi, mais quand est-ce que alors après, voilà, donc mon intérêt, est-ce qu'il y est au-delà de l'envie? Donc envie en un, intérêt en deuxième. Bon, j'ai une personne que j'ai accompagnée 70 ans qui souhaitait reprendre son BAFA. Son BAFA, donc elle me dit, moi j'en ai envie, j'ai toujours voulu accompagner les enfants, aujourd'hui je suis à la retraite. Est-ce que j'ai de l'intérêt? Bah oui, parce que moi ça rejoint aussi mon besoin de partager, de sortir, d'être toujours active. Ok, très bien. Troisième chose, c'est est-ce que je sais le faire? Est-ce que je suis en capacité de le faire? Là, on est dans l'apprentissage. Vous savez, Michel Leclerc disait, le fondateur de Decathlon, j'embauche les gens pour le sens, pour les aptitudes, et aussi, ensuite, en troisième point, pour les connaissances. Voilà, le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Si j'en ai envie, et vous avez certainement des exemples en tête des choses que vous avez animé, que des projets que vous avez lancés parce qu'il y avait une envie folle derrière, et carrément ça a vraiment cartonné, et puis vous avez appris sur le chemin. Donc le savoir-faire arrive en troisième position, savoir le faire. On va mettre en place les formations qu'il faut, on va apprendre à chez lui, c'est apprendre à apprendre, donc on a appris ça, et puis du coup on engage la troisième step. Et cette dame, à 70 ans, elle s'est aussi posé cette question: est-ce que je peux le faire? Donc la question, c'était de dire, bah, finalement, si tu ne pouvais pas le faire, ce serait à cause de quoi? Et là, il n'y avait pas eu de réponse. Bon, et si tu pouvais, finalement, combien de temps pour mettre en place cette formation BAFA? Bon, ben, 1 an, ok. Donc, en fait, en se posant tout ce cycle-là, l'envie, l'intérêt, savoir le faire et pouvoir le faire, ça lui a permis de se mettre dans une dynamique de l'émotion qui est la mise en action et la mise en mouvement. Clairement, c'est hyper puissant d'aller chercher chez l'autre également ce qui est bloquant, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, ou qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que ça bloque, que ce soit dans le leadership interpersonnel, dans la relation avec l'équipe, dans la relation hiérarchique, en transversalité d'un service à un autre. Ça va être intéressant en bilate, en entretien, en échange, autour d'un café, tout simplement, par exemple, d'aller chercher quelles sont les émotions qui sont à l'origine de ce blocage-là, parce que c'est bien là où on va amener un déblocage. En coaching professionnel, on travaille énormément sur les émotions, parce que c'est là, effectivement, où la mise en mouvement va opérer. Une fois que j'ai conscientisé, que j'ai accepté, je rebondis autrement. Alors, selon vous, et là on va rentrer dans l'intelligence émotionnelle et dans le lien avec le leadership, face à mes collaborateurs, collaboratrices, ou en management transverse, ou en tout cas dans la partie plus relationnelle, pour aller chercher l'envie, pour aller chercher chez l'autre l'intérêt, savoir le faire, pouvoir le faire, encore faut-il être un petit peu outillé. Et là, il y a quelque chose que je vais vous présenter qui s'appelle l'art de la questiologie, d'aller questionner l'autre. Alors, questionner l'autre, c'est pas lui demander si ça va. Bonjour, ça va? Bon, ça va se terminer soit par un oui comme tous les jours parce que j'ai pas envie de montrer que ça va pas, soit un non. Et là, si c'est un non, mais j'ai pas envie d'en parler, ou un non, ou simplement ça peut être aussi un non où la réponse va être ah bon, ça va vraiment pas, alors dis-moi qu'est-ce qui se passe. Puis il y a tout le monde qui lève les oreilles, et puis il y en a peut-être même un qui va aller voir la RH en disant t'as vu, il y a quelqu'un qui va pas bien, je te le dis, tu sais, j'ai entendu ça. Et là, la confidentialité, zéro, et alors là, c'est pas rien, on se remet dans la carapace et puis on n'en parle plus. 4 types de questions qui permettent justement d'aller chercher un peu l'état émotionnel de la personne et de l'accompagner pour justement pouvoir aller traiter ce qui est un peu dans la partie immergée de l'iceberg. Alors, on n'est pas des psychologues, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement pour pouvoir améliorer les situations de tension, accompagner les transformations. Et puis aussi, c'est des questions qu'on peut se poser à soi-même également. Alors, 4 types de questions selon vous. Allez, aidez-moi. Vous connaissez la puissance du silence? Je peux durer longtemps.
Bon, je vous mets sur la voie, vous m'avez vu. La première, c'est la question d'observateur. Question d'observateur, c'est la question plutôt orientée autour de ce qu'on appelle de ce que je vois, de ce que je perçois. On va plutôt être sur une question vraiment liée autour de l'observation. Quand je parle de l'observation, alors qu'est-ce que tu vois de cette situation, par exemple? Là, tu me parles effectivement d'une situation conflictuelle. Tu reviens parce que effectivement, la personne que tu accompagnes, tu travailles dans le ferroviaire, et puis on est en production, la personne elle n'a pas voulu mettre ses chaussures de sécurité. Ok, très bien. Elle était en colère. C'est bien, tu lui as dit, écoute, soit tu mets tes chaussures de sécurité, soit c'est un avertissement. La personne a fini par mettre les chaussures de sécurité, et puis elle est partie ensuite voir les syndicats pour se plaindre de harcèlement d'un manager qui lui a imposé de mettre des chaussures de sécurité sans mettre les règles de bonne conduite et de bonne communication. Question d'observateur, qu'est-ce que tu as perçu de cette situation? Question qui peut être posée aussi bien pour le N-1 manager que pour le collaborateur qui a vécu la situation. Qu'est-ce que tu as perçu de cette situation? Qu'est-ce que tu en as vu? Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Deuxième question plus introspective. Quand il t'a dit ça, qu'est-ce que ça a généré chez toi à ce moment-là? Et là, on va aller questionner la partie émotionnelle de manière assez fine. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis la chose intérieurement? Tu me dis que ça va, mais en même temps, tu me fais ça avec ta tête. Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc là, on va aller questionner vraiment la partie plus émotionnelle. La troisième, c'est la question d'acteur. Parce qu'une fois que vous avez posé la question sur ce qui est vu, la question sur ce qui est ressenti, on va aller amener la personne à se questionner sur la mise en mouvement. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça ne s'est pas bien passé pour toi. Tu as ressenti de la colère, de la frustration. Et finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour que ça se passe autrement pour toi? Alors, on est clairement dans la responsabilisation de l'autre et non pas dans le conseil, ce qui est très difficile de ne pas donner de conseil, mais plutôt dans le questionnement de la mise en action pour que la personne trouve sa propre clé. Et en même temps, il y a de grandes chances au moins qu'elle mette en place ce qu'elle a envie de mettre en place. Envie de mettre en place. On revient sur si à un moment donné, je lui dis ce qu'il faut faire, elle va le faire par intérêt ou parce que son chef lui a dit d'eux, mais elle n'aura pas forcément envie de le mettre en œuvre. Elle sera très peu convaincante, cette personne, et puis il n'y a rien qui se fait. La quatrième chose, c'est la question de prise de recul, qui est dans l'art du questionnement, qui est une question un peu plus complexe, où je vais mettre deux verbes dans la même question. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que je dois comprendre? On va amener la personne à prendre du recul. Quand tu te vois parler comme ça, qu'est-ce que tu prends en termes de conscience? Ou tout simplement, quand tu te vois parler comme ça, qu'est-ce que tu découvres? Je ne suis toujours pas dans le conseil, mais j'amène la personne à aller s'introspecter elle-même pour aller à la prise de conscience de son émotion qu'elle est en train de vivre et de finalement quel est le message de changement derrière ça. Alors là, deux possibilités, si je ne suis pas dans ce temps-là du questionnement, tout besoin inassouvi revient plus fort et autrement, un peu plus de même chose amène toujours au même résultat, et ce n'est pas effectivement en allant faire du yoga ou en prenant une pomme qui a été mise à disposition des collaborateurs que ça ira mieux. On a soulagé le bien-être, mais la forme, mais on n'a pas soulagé le mieux-être, le fond. Alors, on arrive sur la notion de différence, du coup, déjà pour vous-même, mais aussi dans votre posture avec les autres, avec vos équipes, entre empathie et sympathie. Alors, la sympathie, c'est ce que je fais avec les amis. La sympathie, c'est quoi nos points communs? On partage des choses, on vit ensemble, on partage des choses ensemble. Je vais boire un verre, tant qu'à faire, avec des gens avec qui je me sens bien, qui partagent les mêmes choses, les mêmes valeurs, avec qui, quand je rentre le soir, je sais que ça m'a ressourcé. Et on est sympa parce qu'on partage les choses ensemble, on vit les choses ensemble, et on est dans la sympathie. Alors, la sympathie empêche l'empathie. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est écouter, entendre et comprendre. Et là, effectivement, la
question, qu'est-ce que tu ressens? La question qui va être posée à son collaborateur ou à la personne de son entourage, c'est si je ne suis pas ouvert à la discussion et derrière la réponse, je m'en fous, je vous encourage à ne pas la poser parce qu'en fait, j'ai des personnes en formation qui me disent « bah ouais, alors moi je pose la question, c'est vrai, mais je me sens hyper embarrassé quand j'ai en face une réponse qui est bah non, ça va pas trop, quoi. » On n'est pas là pour faire du théâtre ou simplement pour questionner parce que c'est bien, on va jouer le leadership de cœur, mais en fait, derrière, j'en pense pas moins. Non, on est vraiment dans l'empathie. L'empathie, c'est pas vivre les émotions de l'autre, c'est l'écouter, l'entendre et le comprendre, se mettre à sa place, mais ne pas vivre les choses à sa place, ne pas le sauver non plus, le responsabiliser, l'aider, mais ne pas faire à sa place. Donc on est dans l'empathie, l'écoute, l'entendre et comprendre. Alors, on peut être empathique et sympathique en tant que manager, en tant que leader, en tant que voilà, pour des personnes qui ont en charge une équipe ou voire même dans les relations personnelles. Mais la sympathie empêche l'empathie. Si je suis sympathique, je ne pourrais pas forcément être empathique. Je prends un exemple, hein, si ce soir vous rentrez et vous dites à votre conjoint, à votre conjointe, qu'est-ce que tu ressens et comment tu ferais, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, elle vous dise tu m'emmerdes, si je peux être poli, parce qu'elle va avoir envie de conseils ou il va avoir envie d'avoir une discussion qui ne va pas être sur le questionnement et sur l'introspection. Donc, c'est vraiment deux aspects bien différents pour aller au contact de l'émotion. Et enfin, il y a la notion de compassion. La compassion qui va plutôt être dans la notion de vivre les émotions de l'autre. Alors, on n'est pas des robots, hein, on n'est pas des machines, donc on ressent, ça fait partie de nous. Mais parfois, on a certaines personnes qui vont être en mesure, et sans s'en rendre compte, d'être une vraie éponge à émotions. Donc, il y a quelqu'un qui pleure, moi aussi j'ai envie de pleurer. Il y a quelqu'un qui est en colère, ça me met en colère. Je vis avec. Donc, en fait, là, ce qu'on appelle encore une fois du racket émotionnel, de la synchronisation, voire même de la résonance. Tiens, il y a quelqu'un qui est en train de me parler du décès de son grand-père. Moi, mon grand-père est décédé il y a une semaine. Et donc, je vis exactement ce que la personne est en train de vivre. Suis-je la bonne personne pour l'accompagner? Suis-je la bonne personne pour la manager? Je ne sais pas. Et la réponse, souvent, d'ailleurs, même non. Parce qu'en fait, je vais forcément vivre avec. Je vais rentrer chez moi avec le problème de l'autre. Et puis, en plus, il y a de grandes chances que j'essaie de trouver une solution à sa place. Et donc, du coup, je deviens sauveur. Et sauver l'autre, c'est faire à sa place. C'est la différence de responsabiliser l'autre pour l'amener à grandir. Si je sauve l'autre, je lui vole sa propre responsabilité de grandir. Donc la compassion, elle est là, effectivement, mais c'est aussi d'avoir conscience à un moment donné, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle, à quel moment la personne qui est en face de moi me met en résonance. Tiens, c'est bizarre cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, quand il y en a plein qui s'énervent, ça ne me fait rien, mais alors celui-là, là, dans mon équipe, c'est parce que je l'ai récupéré cette équipe, hein, mais cette personne-là, là, on est en train de se mettre effectivement dans une certaine forme de résonance. Il y a quelque chose qui ne passe pas, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, je vis exactement ce que la personne va vivre, et puis il y a quelque chose dans le fond qui fait que ça ne passe pas. Et donc, ça crispe un peu. Donc là, après, c'est comment je peux faire ou être pour sortir de ça et éviter de me retrouver dans une situation émotionnellement complexe qui va m'amener parfois à perdre ma posture. Donc, on est effectivement sur ce qu'on appelle aussi la communication. Alors, peut-être que vous l'avez abordé de près ou de loin, mais dans la communication de mes émotions, donc là, on est toujours sur la thématique émotionnelle, parler de ses émotions, parler simplement, ça représente 7%. Quand on regarde un peu les notions de non-verbal, paraverbal et verbal, je ne me souviens plus du nom de la personne qui a fait cette étude-là, ça m'échappe, ça va me revenir, mais en tout cas, 55% de notre communication est non-verbale. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de vous parler, ce que vous êtes en train de retenir, les mots, c'est que 7%. Ce que vous allez capter, c'est mon intonation, c'est ma manière dont je vais évoquer les choses. Donc là, je fais de la ponctuation, par exemple. C'est ma posture, c'est la manière dont je suis peut-être habillé, c'est peut-être... Mais en tout cas, il n'y a que 7% des mots qui sont importants dans la communication, enfin, qui sont importants, que l'on capte dans la communication. Le reste est vraiment lié à
à tout ce qui va être autour de l'intonation pour le paraverbal, et le non-verbal, ça va être la posture. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, pour lequel vous posez la question, comment ça s'est passé pour toi ce week-end? Ah bah c'était super, hein. Ou alors on démarre une réunion d'équipe et vous avez la personne qui est complètement fermée comme ça, et puis le visage noir. Et puis là, vous êtes en train d'interpréter qu'elle n'est pas du tout contente d'être là, alors qu'en fait, elle a peut-être un énorme souci personnel. Mais en disant, lui, donc, il est arrivé là ce matin, là, quand je le regarde. Oui. Johan, est-ce que, enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que ça, c'est pas revu un peu avec le monde actuel? Parce que là, par exemple, moi, j'ai un petit écran, je te vois peut-être pas nécessairement, en fait, je vois surtout ta présentation. J'entends certes ta voix, mais du coup, tout ce paraverbal et notamment le langage du corps, il peut être remis en question avec les outils de communication et avec lesquels on travaille aujourd'hui. Est-ce que on repense ça aujourd'hui? Parce que ça, c'est vraiment applicable dans du présentiel pour moi. Enfin, je le comprends très bien dans du présentiel. Parce qu'effectivement, le langage du corps, il a une grosse part dans du présentiel parce qu'on voit vraiment la personne. Là, pour moi, ça apparaît moins quand même et surtout quand on est en call, la plupart du temps, on se voit pas parce qu'on présente nos fichiers divers et variés. Ouais. Et voilà, c'est juste, excuse-moi de te couper. Non, au contraire, je suis ravi que tu interviennes pendant la présentation. Alors, une réponse sur ça, je vais t'introduire le VACOG. Le VACOG, qui est le visuel, l'olfactif, le gustatif, le kinesthésique et l'auditif. Donc ça ressemble à peu près au sens, hein, aux différents sens. Et qu'est-ce qui se passe quand je coupe un sens? Eh ben, j'en exacerbe un autre. C'est-à-dire que par exemple, si j'accompagne quelqu'un en coaching que je ne vois pas, je vais être beaucoup plus attentif à son timbre de voix, à sa respiration, à sa manière de parler, à sa manière d'échanger. Et donc, effectivement, je vais davantage me concentrer sur son paraverbal, sur la manière dont il va souffler, respirer. Et effectivement, avec le digital, ça empêche des choses et ça en permet d'autres. Ça va permettre effectivement de pouvoir se focuser davantage sur le visuel. Alors pour des personnes qui sont plus kinesthésiques ou qui ont besoin effectivement de liens, et ben, ça va être très difficile pour eux. Alors qu'en revanche, pour quelqu'un qui est très visuel et qui lui, le côté kinesthésique, ça n'intéresse pas trop, ou en tout cas, c'est pas ça qui prédomine chez lui, mais il va avoir tendance à être plus à l'aise. Donc en fait, en fonction de chaque individu et de la manière dont il se positionne, dont il est, dans lequel il balance, donc que ce soit dans le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif, on va plutôt rester sur les trois, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. En fonction de là où la personne se situe, elle va être plus ou moins à l'aise déjà avec telle ou telle situation. Donc dans le cadre du digital, effectivement, si je suis plus à l'aise avec du visuel, ça ne va pas me déranger. En revanche, si je suis très kinesthésique, compliqué, quoi. Mais par contre, et comme tu le disais, eh ben, je vais plus me focuser sur son intonation. Alors, je ne le vois pas, donc son non-verbal, par contre, il est complètement coupé. Par contre, s'il met sa webcam, tiens, ça va me donner d'autres indices, d'autres signes. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, ça permet et ça empêche. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Ouais, après, oui, en partie. Le cas, c'est que moi, je trouve qu'il y a quand même un truc avec ces outils digitales qui nous empêchent d'accéder à certaines formes de messages aujourd'hui. Parce que parfois, pour moi, c'est un peu une épreuve où de temps en temps, quand la communication, soit la mienne, soit de mon interlocuteur, est mauvaise ou qu'il y a des sons derrière. Donc, ou qu'on se met à parler, mais qu'on n'a pas débranché notre micro. Donc, il y a tout un silence qui est pas un silence, enfin, qui n'a pas de signification, en fait, parce qu'on a oublié de mettre. Donc, tout ça, c'est des obstacles à la communication et qui peuvent apporter une espèce d'agacement dans le déroulé d'une réunion. Alors, la grande question, alors après,
Il y a tellement de matière à échanger là, sur ce sujet-là. Mais il y a aussi le silence est un moyen de communication. La puissance du silence fait partie des modes de communication. Quand je posais la question à la personne d'emploi, alors déjà il y a quelque chose derrière ça. C'est toujours intéressant déjà, tu vois, alors c'est un énorme sujet. Si tu veux, je t'encourage à me contacter a posteriori et je pourrais te donner quelques clés complémentaires sur ça. Mais un silence avec quelqu'un en face qui répond pas et dont tu vois le langage du corps, c'est pas pareil qu'un silence de quelqu'un qu'on ne voit pas du tout en call et on ne sait pas déjà s'il parle tout seul parce qu'il ne s'est pas démuté ou si en fait il est plus connecté ou enfin, et du coup on se sent très très seul. C'est ça que j'ai. Et la question que tu peux te poser là, c'est comment je fais à ce moment-là pour sortir de cette situation, pour ne pas interpréter, ne pas supposer, ne pas imaginer. Qu'est-ce qui est de mon pouvoir pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer là. Et donc, c'est effectivement sortir de l'interprétation, de la supposition de ce qui est en train de se passer pour amener la personne à s'interroger. Donc, on revient sur le questionnement. Et je t'encourage vraiment à me recontacter a posteriori par rapport à ça, parce que du coup, on va sortir un petit peu de la... Ah d'accord, ok, ouais, ça marche. Je vais zoomer sur l'intelligence émotionnelle. Peut-être que ça te donnera quelques clés de compréhension également. Daniel Goleman, qui a écrit l'intelligence émotionnelle et qui a décrit 5 piliers. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui fait aussi la distinction avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a eu beaucoup entre intelligence émotionnelle et intelligence artificielle. Et effectivement, ce qui distingue l'homme de la machine, c'est bien la partie émotionnelle. Et donc, développer son intelligence émotionnelle va permettre de travailler la connaissance de soi, la meilleure connaissance des autres, et aussi de pouvoir travailler sur ses besoins, ses valeurs, conscientiser que je suis unique, que ma carte du monde, ce n'est pas la carte du territoire, qu'on est tous différents, et donc du coup de m'adapter, de m'ajuster, de maîtriser en fait les relations humaines. On a déjà ce premier pilier, relations humaines. Les relations humaines, on revient à nouveau sur l'assertivité, l'empathie, la responsabilisation sociale. C'est la maîtrise des relations humaines. Elle passe déjà par le fait de se connaître soi, de connaître son héritage de croyances. C'est la psychologie également dans laquelle j'ai grandi. On parle d'identité, on parle de valeurs, de besoins, de positivisme. On parle effectivement les besoins et les envies sont généralement liés et besoins et valeurs évoluent en fonction de l'âge. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai une valeur qui change, j'ai le besoin qui accompagne également cette valeur. Donc c'est déjà très important d'avoir une pleine conscience de soi, sur ses forces, sur ses faiblesses, et d'être humble et en pleine humilité, surtout avec les choses que je n'aime pas et que je n'ai pas envie de faire, et d'être aussi en pleine conscience de l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Alors, il y a un deuxième pilier qui est sur la prise de décision. Donc là, on est sur la résolution de problèmes, le sens de la réalité, les impulsions. On a un troisième pilier sur la gestion du stress. Donc là, on est plus sur la flexibilité, la tolérance au stress, l'optimisme. Alors, quand on parle de gestion du stress, on parle surtout de maîtrise de soi. Alors, le dire, c'est une chose, le vivre, c'est autrement. Mais quand je suis saturé et que j'en peux plus, comment je gère à un moment donné vis-à-vis de mon interlocuteur? Et alors, on entend souvent un bon manager, c'est un manager qui ne transmet pas auprès des équipes le stress qu'il a reçu. C'est vrai. Et en même temps, quels outils sont à ma disposition ou comment je peux faire, moi, pour ne pas communiquer tout ce stress-là. Parce qu'on a vu qu'on partage, les êtres humains, on fait beaucoup de mimétisme, on partage les choses ensemble, et même quand parfois on n'a pas envie de les dire, en fait, le non-verbal, les ressentis, tout ça, c'est quelque chose qui est partagé. Alors là, c'est là où je te rejoins, Perrine, mais c'est quand je ne vois plus la personne depuis 6 mois, 8 mois, que j'ai des difficultés
à la percevoir, à la voir. On se voit toujours par téléphone, en tout cas on ne se voit plus, on n'échange que par téléphone. Bah oui, c'est beaucoup plus complexe d'être attentif à ces signaux-là. Tu regarderas sur notre site internet, il y a un webinaire qu'on a animé en début du mois sur justement comment recréer du lien face à une situation digitale qui prend beaucoup de place. Il y a un autre pilier donc, sur la perception de soi. Donc là, vraiment, là, on est sur la connaissance de soi, son amour-propre. Son amour-propre, c'est s'aimer. C'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, mais c'est surtout s'aimer soi. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, je m'aime. On parle de conscience de soi émotionnelle, hein, de savoir finalement dans quelle émotion je me situe. Et puis surtout d'expression individuelle. Donc, l'expression individuelle, c'est l'art de l'affirmation, de la prise de décision, d'oser. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, moi, quand je retrouverai confiance, je ferai ci ou je ferai ça. Mais pour le moment, voilà. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est quand je fais que je retrouve confiance. Ça fait partie d'ailleurs du cycle d'apprentissage. J'apprends, j'expérimente, j'échange, je grandis, je teste. Et puis à un moment donné, ça y est, je l'ai, mon permis de conduire. Et je suis fier, et j'ai de la confiance, et j'ai de la liberté d'eux. Et c'est tout cet apprentissage qui m'a amené à la confiance et à la fierté. Donc là, on est vraiment sur l'expression individuelle. Donc sur l'intelligence émotionnelle, de votre opinion, et là on va rentrer sur ces 10 dernières minutes sur la partie leadership, finalement quel est le lien dans tout ça avec la notion de leader pour vous aujourd'hui, et puis par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, quelles sont les qualités d'un bon leader? Alors je vous encourage à prendre le micro. Qui d'entre vous aimerait partager, échanger sur c'est quoi les qualités d'un bon leader? Je vous propose de rallumer vos micros et puis on va échanger en mode popcorn là, sur 1 minute. Déjà détecter les émotions chez les autres. Ouais. Je note. Merci Jean-Nicolas. Quoi d'autre encore? Savoir écouter, être à l'écoute de ses collaborateurs. Yes. Ouais. Écouter, entendre, comprendre. Un des piliers de l'empathie, écoute active. Ouais. Peut-être savoir coacher, en fait, accompagner ses collaborateurs. Oui. Accompagner les collaborateurs. Ouais. Accompagner vers quand tu évoques accompagnement les collaborateurs, qu'est-ce que tu perçois? Contribuer à leur développement, en fait, leur prise de connaissances, à gagner en compétences, en fait. Ouais. Super. Ok. Quoi d'autre? Donner l'exemple. Pardon? Nous, on a dans notre boîte, on a des compétences particulières et il y en a une que j'essaye d'appliquer moi, c'est manager par l'exemple. Manager par l'exemple, ouais. L'exemplarité. Ouais, voilà. Je fais, on fait, tu fais. Ouais. Bon. Eh ben, je vais vous partager une étude de la BCG, donc le Boston Consulting Group, 4000 actifs qui ont répondu à l'enquête. Alors, c'est une enquête qui vient d'être réalisée. Je vous partage l'information. Il y a donc sur Canal+, une fois par mois, il y a un documentaire qui s'appelle Le Happy Boulot. Et donc, ils mettent en avant des entreprises autour de l'accompagnement de l'humain, du mieux-être. Et donc, le Boston Consulting Group est un cabinet qui, justement, étudie sur un certain nombre de critères et de paramètres les compétences clés ou les comportements clés, les connaissances également d'un bon leader.
Et alors, ce qui remonte aujourd'hui en 2020, donc elle a été faite en fin 2020, hein, cette enquête, et je voulais vous la partager avec vous parce qu'elle est hyper intéressante et elle est en lien avec ce qu'on vient d'échanger. Avec la crise qu'on traverse aujourd'hui, on a parlé de crise sanitaire, d'économique, politique, il y a un besoin qui émerge de plus en plus, c'est de révéler le leadership, mais pas de n'importe quelle manière, c'est surtout et avant tout par le leadership de cœur, et qui remonte vraiment dans le top 1. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux du bas étaient avant en haut et tous ceux du haut étaient avant en bas. Ce qui remonte aujourd'hui pour les collaborateurs, c'est la considération. Et tout à l'heure, on a entendu l'écoute, quelqu'un dit écoute, détecter également les émotions de l'autre, considérer sans jouer et d'avoir une approche de l'autre, de s'adapter, de s'ajuster. On a l'empathie qui revient en deuxième niveau. Écouter, entendre, comprendre. Écoute active. Écoute active, c'est je coupe mon téléphone et je suis focus sur ce qui est en train de se passer avec la personne. Et enfin, après, on arrive sur la notion de développement d'équipe et de réflexion sur soi. Et vraiment, là, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, et je peux vous assurer que je le vis aujourd'hui vraiment dans le cadre de mon activité, depuis la Covid, j'ai multiplié par 3 mes interventions, des interventions qui sont soit sur des thématiques d'ordre professionnel comme personnel, sous confidentialité, par rapport à des formations sur la prise de leadership, mais aussi surtout sur l'accompagnement des collaborateurs qui sont pour la plupart dans des crises extrêmement fortes, soit parce que changement, soit parce que remaniement, soit parce que effectivement instabilité personnelle et professionnelle. Mais le bon leader, c'est le management par le sens, et c'est surtout aujourd'hui de pouvoir avoir une écoute active, une considération de ses collaborateurs, et non pas pour la performance et la productivité, mais vraiment de pouvoir être présent dans les moments de difficulté. Donc là, le cœur est vraiment remonté tout en haut des qualités d'un bon leader. Et effectivement, la notion de tête, on parlait de prioritisation, d'anticipation, tout ce qui va être autour, hein, vous voyez en bas, hein, de la vision, etc. Mais ça arrive en dernier, aujourd'hui, en tout cas, en 2021. Alors, le leadership est-il inné? C'est la question que j'allais vous poser. Alors moi, j'ai un défaut, c'est que je parle beaucoup, et là, je vais tenter de maintenir le timing sur 14h30. Toujours dans cette étude-là. D'ailleurs, si vous voulez l'étude, je vous encourage à mettre en chat vos coordonnées mail, ou alors je l'enverrai à Agathe qui vous le transmettra. Et cette étude, elle est vraiment chouette par rapport justement à la notion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle et cette plus-value pour développer le leadership. Mais effectivement, le leadership aujourd'hui, on a encore quand même 72%, donc en moyenne, on est même à 64%, hein, si on est questionné auprès des différents pays, entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Il y a quand même 64% des gens qui pensent que le leadership est inné. Alors qu'en fait, il y a 24% des personnes qui sont en face pour dire qu'il y a des compétences du leadership qui peuvent être apprises. Et l'intelligence émotionnelle, ça fait partie justement des compétences clés qu'il est important d'intégrer aujourd'hui, déjà pour soi, mais aussi pour les autres et avec les autres. Alors là, je vous ai mis 3 piliers en fait, hein, en lien avec les émotions, l'intelligence émotionnelle et le leadership. Aujourd'hui, si vous faites partie de ces personnes qui pensent que le leadership n'est pas inné, vous faites partie des 30% à peu près. Si vous pensez que le leadership est inné, vous faites partie des 70%. Moi, pour ma part, je suis clairement convaincu que le leadership, effectivement, il y a une part de charisme, il y a une part de l'environnement dans lequel j'ai grandi et ce qui m'amène des fois à avoir certaines qualités clés. Et en même temps, en ayant été maintenant formé aux sciences humaines et en accompagnant depuis 3 ans, j'ai assez bougé et j'ai vu aussi les personnes que j'accompagnais bouger et de voir toute la qualité que ça amène pour eux et avec les autres. Et là, il y a 3 piliers. Et alors souvent, c'est des accompagnements qui sont maintenant de plus en plus mis en place dans les écoles. HEI, d'ailleurs, depuis maintenant quelques temps,
sur un pilier RH, travaille sur le leadership de soi, le leadership interpersonnel. Donc, on a le leadership interpersonnel. On va commencer par le leadership de soi. Leadership de soi, pardon, c'est se connaître, connaître ses valeurs, être au clair avec ses convictions. Deuxième partie du leadership, c'est ensuite de le mettre en relationnel. Donc là, on est sur le fait d'entraîner ses équipes, d'influencer l'environnement, de gérer des situations difficiles. Donc, un grand dirigeant ne fait pas, il fait faire, il fait grandir. Le management par le sens ne fonctionne que si les personnes adhèrent au sens et s'ils en ont envie. Donc, autant recruter des personnes qui sont alignées aussi avec l'envie managériale, entrepreneuriale, pour être aussi purement alignées et puis de pouvoir déléguer. Parce que si je délègue à quelqu'un qui n'en a pas envie et qui n'est pas là à sa place, ce sera malheureux pour lui et malheureux pour tout le monde. Et enfin, la troisième partie, c'est la notion de leadership business. Un leadership business, une fois que j'ai pleine conscience de moi, que j'ai pleine conscience des autres, que je suis leadership de moi et même, et que j'ai cette capacité à entraîner les autres, eh ben, je vais pouvoir commencer aussi à partager, à travailler, avant de partager, à travailler sur une vision, à travailler sur une stratégie, une organisation et piloter une performance. Et c'est ces trois leviers-là, en fait, qui vont permettre à des fonctions managériales, de direction, d'utiliser l'intelligence émotionnelle à des fins de performance de soi et des autres et du système global. Voilà, alors on arrive au terme de ce webinaire. Je voulais juste vous partager deux outils que vous aurez à nouveau dans le replay et je peux vous les envoyer également à l'issue de la présentation. Le flow. Alors le flow, c'est intéressant parce qu'on vient mélanger les émotions et en même temps le niveau de compétence. C'est toujours intéressant de découvrir par cette personne. Alors j'ai mis le nom de la personne en bas qui est à la création du flow. Impossible à prononcer, je ne m'y aventure pas, mais lui en fait a mis en évidence le niveau de défi par rapport au niveau de compétence. Et donc plus j'ai un niveau de défi important par rapport à un niveau de compétence à menuiser, et plus mon niveau d'anxiété est important. Et finalement, c'est cette adéquation entre le temps que je me donne à grandir, à apprendre par rapport au niveau de défi que je relève, qui va me permettre d'être dans un état de flow, et donc de passer finalement sur un comportement émotionnel qui m'amène à me sentir à l'aise dans ce que je suis et ce que je fais. Et un deuxième outil que je vous partage aujourd'hui, qui est la roue des émotions. Bon nombre d'entre vous ont exprimé aussi la difficulté de mettre des mots sur des mots. Et puis quand on est effectivement, quand on s'est déconnecté de ces émotions, c'est pas simplement, c'est pas si simple de se dire là. Ouais, c'est quoi finalement ce que je ressens et quel est le message derrière. Cette roue, elle va permettre d'identifier, soit avec vous-même ou soit aussi pour les autres, dans quelle émotion je me situe et finalement, déjà de le conscientiser, ensuite de voir quel message émotionnel derrière tout cela, et puis après surtout la question de l'action, c'est qu'est-ce que je change et qu'est-ce que je souhaite modifier. Et ça, c'est un travail qui peut être hyper intéressant à faire aussi en équipe. Voilà, c'est ainsi que se termine ce webinaire. J'aime beaucoup faire ce qu'on appelle un retour sur le temps investi, rendre des feedbacks positifs. Je suis ouvert à vos questions et puis à vos retours. Avec quoi vous repartez aujourd'hui de cette présentation ? Un grand silence. Un grand silence. Moi, ce sera sur les catégories d'émotions, les 4 catégories. Je ne savais pas très bien discerner. Je vais revenir en arrière. Sur les 4 émotions primaires ? Oui, voilà. Et puis sur les dangers aussi entre sympathie et empathie, le risque d'être une éponge émotionnelle, enfin voilà, les petits pièges à éviter. Et puis la cassiologie aussi, c'est un cheminement que je ne connaissais pas et qui donne peut-être une méthode pour effectivement décortiquer les messages qui passent par les émotions. Ouais. L'art de la cassiologie, c'est très puissant d'être sur du questionnement ouvert pour laisser à l'autre la possibilité de parler. Donc, en fait, si la question que je pose se termine par un oui ou par un non, c'est que j'ai posé une question fermée. Et à ces moments-là, le fait de pouvoir poser une question ouverte
Donc, une question ouverte, c'est une question où la personne ne va pas répondre par oui ou non. Est-ce que tu es content? C'est une question ferme. Tout ce qui commence par est-ce que, c'est des questions fermes. Par contre, au lieu de poser la question est-ce que tu es content, je vais plutôt lui demander quand je te regarde, là, je vois un sourire. Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Ça va être complètement différent en termes de réponse. Merci Jean-Nicolas. Chouette. Merci pour ton retour. D'autres questions? Moi, j'ai trouvé la présentation super intéressante. Je suis assez familière avec la première partie et sur tout ce qui est relatif au niveau de la questionologie et les outils que tu as présentés en fin de présentation, c'est assez tout neuf. Donc, je suis assez curieuse de revoir encore, de réécouter éventuellement le webinaire parce que je trouve que pour intégrer les notions, il faut les entendre plusieurs fois. Voilà, merci de ta présentation, Johan. Merci, Perrine. Effectivement, la répétition fixe la notion. C'est bien de regarder plusieurs fois. Et j'ai senti qu'il y avait de la formation de ton côté sur l'aspect émotionnel. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels tu avais des questions. Si tu as besoin d'échanger a posteriori, je t'encourage à me recontacter. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, Oui. Ah oui, pardon. De mon côté, j'ai bien apprécié aussi la présentation. Ça m'a rappelé des choses que je connaissais déjà et puis des choses que je connaissais moins, comme la courbe de Göbler. Et puis, ça m'a donné aussi l'envie de revoir le dessin animé, la vice-versa, en fait, où on voit bien toutes les émotions lutter entre elles, en fait, au niveau des enfants, des parents, etc. Donc, quand tu as parlé du tableau de bord avec les différents indicateurs qu'il fallait écouter, les prendre en compte, ça m'a fait penser à ça, en fait. C'est un super rapport que tu nous fais là, le vice-versa. C'est un petit dessin animé pour les enfants, mais qui est hyper impactant. J'aime beaucoup. Merci pour ce partage. Je vais vous mettre en chat 2 liens. Le premier, c'est le lien pour le Boston Consulting Group. Si vous souhaitez récupérer l'étude, qui n'est pas très longue, mais qui va remettre en lumière l'intelligence émotionnelle au service du leadership. Et puis, un autre lien que je vous partage également, d'une structure qui vend la roue des émotions, que j'ai acheté, j'en ai 3 exemplaires. Je vous mets les liens des apports d'outils. Et l'autre lien, c'était le bouquin de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Donc, ça s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui est une bible magnifique sur tout ce sujet. D'autres questions? D'autres apports? On partage. Bon, merci à tous, merci d'avoir participé, merci pour vos échanges. Et puis, je me tiens à votre disposition par mail, par téléphone, si vous avez d'autres questions ou souhaits de développement plus en détail sur tel ou tel sujet. Je me tiens à votre disposition. Je vais vous mettre mes coordonnées en chat et puis je laisse la parole à Agathe. Bon, en tout cas, oui, juste un petit mot pour conclure. Hein. Merci Joanne. Alors, je vois qu'on n'est plus très nombreux maintenant dans le webinaire. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile sur l'heure du déjeuner. On n'arrive pas à trouver l'horaire idéal. Le soir, on n'a pas envie. Le midi, c'est compliqué parce qu'on doit retourner au boulot. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cet événement. Il y en a d'autres qui sont programmés là dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site d'HEI Alumni pour aller les voir. Le tout proche qui arrive, il est ce soir. Il y avait Jean-Christophe tout à l'heure qui était là et il est l'un des piliers de l'événement de ce soir. On lance un club du numérique et du coup, il animera une conférence avec un autre diplômé qui s'appelle Pierre Lefebvre. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est à 18h30 ce soir. Voilà. Et du coup, Joanne, je veux bien que tu me mettes… du coup, on vous enverra la vidéo… le replay en tout cas de cet atelier, je vais m'en charger. Et du coup, Joanne, si tu peux me mettre les petits liens, tu sais, dans le message,
Comme ça, pour les personnes qui sont parties, ça leur permettra de l'avoir aussi, parce que dans le replay, ils n'auront pas le chat. Donc, ça leur permettra d'avoir accès à ces données-là également. Voilà, bon après-midi à tous. Voilà, pareil, moi, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, des remarques ou parfois même des souhaits d'autres ateliers, parce que ce n'est pas toujours facile de programmer voilà, les choses en fonction de vos attentes. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les remonter, ça m'intéresse toujours. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci, Agathe, à très bientôt. Merci. Et merci encore à Joanne Merci. pour ce bel exposé. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir.